Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de la structure générale des virus. Euh, Tout naturellement, il y aura des différences entre les virus différents, mais on parle ici de la structure générale. La structure générale d'un virus, c'est qu'il est formé d'un génome viral ou la matière nucléaire virale, et d'habitude, c'est une molécule d'ADN. La majorité des virus a le génome viral composé de molécules d'ADN, mais il y a naturellement quelques virus qui ont un génome viral ARN, comme le polio, par exemple, le virus polio, qui a son génome viral en forme de ARN. Et autour de ce génome viral, que ce soit l'ADN ou l'ARN, il y a une protection parce que l'on appelle nucléocapsides. Le nucléocapside est formé d'unités plus petites qui sont appelées les capsomères et elles protègent tout naturellement, c'est logique, que la matière génétique doit être protégée et donc elle est protégée par la structure nucléocapside. Mais il y a certains virus qui ont plus que ça. Si le virus a seulement le génome avec cette structure tout autour qui est appelée nucléocapside, donc c'est un virus nu, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'enveloppe. Mais il y a d'autres virus qui sont enveloppés. Et dans ce cas, alors, nous allons voir qu'il y a une couche de protéines et cette couche de protéines est protégeante à l'intérieur du virus et en même temps, elle sert le virus à pénétrer les cellules de l'hôte. Mais aussi, nous avons une enveloppe et cette enveloppe-là, tout autour de cette couche de protéines, cette enveloppe est formée de lipoprotéines, protéines et lipides ensemble, et elle est acquise quand le virus cause la lyse de la cellule, et en quittant la cellule, il prend avec lui une partie de la membrane cellulaire de l'hôte, et cela s'appelle l'enveloppe, et cette enveloppe-là, donc, est dérivée de la membrane cellulaire des cellules de l'hôte. Et nous pouvons voir aussi ces spicules-là. Et ces spicules, donc, sont très importantes pour l'attachement du virus aux membranes cellulaires des cellules de l'hôte et aussi, non pas pour s'attacher seulement, mais aussi pour pouvoir pénétrer. Et ce sont ces spicules-là elles-mêmes qui vont euh, euh, réveiller le système immunitaire de l'hôte pour venir attaquer le virus. Donc, un virus, généralement, est formé de deux éléments essentiels. N'importe quel virus doit avoir ces deux éléments essentiels. Numéro un, le génome viral qui peut être constitué d'ADN, que ce soit un simple brin, un seul brin ou un double brin, une hélice, ou le génome viral peut être formé d'ARN. Encore une fois, simple brin, un seul brin ou double brin. Mais ce qui est impossible, c'est que le virus possède simultanément l'ADN et l'ARN en même temps. Donc, un virus ne possède jamais simultanément l'ADN et l'ARN en même temps. Ensuite, nous avons la nucléocapside que vous voyez ici autour du génome viral et la nucléocapside est une coque protéique, c'est-à-dire c'est une couche de protéines qui entoure le génome viral et comme nous l'avons dit, elle protège le matériel génétique. Protégé contre quoi? Contre n'importe quelle agression, que ce soit des agressions physiques
ou que ce soit des agressions chimiques et des réactions chimiques. Où est-ce que ces agressions peuvent se trouver ou peuvent originer? De l'environnement, c'est-à-dire que ces agressions-là ne vont pas originer dans le virus lui-même, mais c'est l'environnement autour du virus, par exemple, euh, euh, dans les cellules de l'hôte, le virus peut être attaqué par des matières chimiques ou le virus peut être attaqué par les cellules du système immunitaire qui peuvent sécréter des matières chimiques pour endommager le virus. Mais il y a aussi les dommages physiques qui peuvent arriver au virus. La nucléocapside participe à la reconnaissance de la cellule cible, c'est-à-dire que cette nucléocapside, naturellement, c'est un processus compliqué que l'on ne va pas expliquer ici, mais la nucléocapside est capable de reconnaître et de diriger le virus vers la cellule cible. Et comme on vient de le dire, la capside est constituée de toutes petites unités, de sous-unités, c'est-à-dire des unités plus petites qui sont aussi faites naturellement de protéines et qui sont appelées les capsomères. Donc, un groupe de capsomères forme la nucléocapside. Et ensuite, nous avons l'enveloppe virale. Comme on vient de le dire, certains virus possèdent une enveloppe lipidique externe. Pas tous les virus vont avoir une enveloppe. Certains virus seulement vont avoir cette enveloppe lipidique. Plus correctement, c'est une enveloppe qui est formée de protéines et de lipides parce qu'elle est dérivée de la membrane cellulaire de l'hôte. Donc, cette enveloppe a été acquise à partir des membranes de la cellule hôte lors du bourgeonnement viral. Quand le virus pénètre la membrane cellulaire de l'hôte de la cellule qui l'a infectée, donc en bourgeonnant ou en se libérant de cette cellule, il prend avec lui une partie de la membrane cellulaire. Comme on vient de le dire, cette membrane lipide n'est pas purement lipide, mais il y a aussi des carbohydrates et des protéines. C'est pour ça que l'on dit qu'elle contient des glycoprotéines indispensables. Nous parlons maintenant de la couche la plus extérieure, qui est la membrane du virus, ou l'enveloppe, pardon, l'enveloppe du virus. Donc, tout premièrement, tout d'abord, elle est responsable de fixer le virus sur les cellules cibles. Euh, et naturellement, on a vu que la fixation, le virus utilise les spicules pour la fixation et les cellules de l'hôte ont les récepteurs pour recevoir le virus. Cela, on l'a dit dans la vidéo précédente. Mais aussi, on sait que parfois, les virus entrent la cellule parce que l'on appelle la fusion membranaire, que l'on vient d'expliquer dans la vidéo précédente. Cela est possible seulement parce que cette membrane ou cette enveloppe autour du virus est ressemblable à la membrane autour de la cellule de l'hôte et c'est pour ça qu'ils peuvent se fuser ensemble ou se fusionner ensemble. Euh, donc, cette enveloppe est très nécessaire pour l'entrée du virus dans la cellule. Donc, elle est responsable pour la fixation, pour la fusion et pour l'entrée du virus dans la cellule. Mais malgré tous ces bénéfices de l'enveloppe du virus, cette enveloppe quand le virus a cet ensemble, il a plus de capacité d'entrer ou de pénétrer dans la cellule d'une façon plus facile, de se fusionner avec la membrane cellulaire, mais en même temps, ces virus-là sont plus sensibles. Pourquoi? Ils sont plus sensibles au changement de l'environnement, c'est-à-dire ils sont sensibles à la chaleur, ils sont sensibles naturellement aux solvants lipidiques parce que
la membrane est faite de lipides essentiellement, et aux détergents qui sont des solvants lipidiques et à la dessiccation. Donc, l'enveloppe virale est une arme à double tranchant. Elle est cruciale pour le virus car elle lui permet d'infecter, de pénétrer et d'infecter les cellules plus facilement et aussi d'échapper au système immunitaire. Donc, ça, c'est un quatrième bénéfice que l'on peut ajouter aux trois bénéfices que l'on vient de dire. Mais cependant, cette même enveloppe le rend extrêmement fragile dans l'environnement. Donc, nous résumons les avantages de l'enveloppe virale. Numéro 1, une entrée facilitée. Numéro 2, un camouflage immunitaire. Et numéro 3, une libération discrète. Il y a un nouveau contenu dans ce paragraphe-là. Il y a beaucoup plus de détails, donc vous pouvez les ajouter aux avantages que l'on vient de dire. Pourquoi l'entrée est plus facilitée? Parce que les spicules vont agir comme des clés qui vont permettre au virus de s'attacher et de se fusionner avec les cellules cibles. Et ça, on l'a expliqué, l'importance des spicules de l'enveloppe. Donc, c'est pas simplement l'enveloppe, mais les spicules de l'enveloppe qui facilitent l'attachement et le fusionnement. Mais aussi, comme on vient de dire, cette enveloppe qui est faite de lipides, puisqu'elle est ressemblable à la membrane cellulaire de l'hôte, donc il y a une sorte de camouflage, parce que quand le virus est entouré de cette enveloppe qui ressemble les membranes cellulaires de l'hôte, donc le système immunitaire va croire que ce virus-là n'est pas une cellule étrangère, mais c'est une cellule qui appartient au corps comme c'est une cellule qui appartient au corps comme toutes les autres cellules. Donc, encore une fois, quand le système immunitaire voit le virus enveloppé avec une enveloppe qui ressemble à la membrane cellulaire, donc les cellules du système immunitaire croient que cette cellule-là est une cellule du corps, pas une cellule étrangère. L'enveloppe aide le virus à s'échapper du système immunitaire. Et puis, nous avons s'échapper aux anticorps, naturellement, du système immunitaire. Et puis, nous savons que les virus vont sortir de la cellule hôte par bourgeonnement sans la détruire. euh, en cas, seulement dans le cas où ils ont l'enveloppe. S'ils n'ont pas l'enveloppe, donc ils peuvent détruire la membrane cellulaire en quittant la cellule. Mais ici, la présence de l'enveloppe autour du virus va aider le virus à quitter la cellule sans endommager la membrane cellulaire, et ce processus est appelé bourgeonnement. Et c'est l'inverse de l'endocytose que l'on vient d'expliquer dans la vidéo précédente. Mais comme on a dit, ou comme on vient de le dire, il y a des faiblesses qui sont acquises à cause de la présence de l'enveloppe lipide. La première, c'est la fragilité environnementale, puisqu'elle est faite de lipides gras, donc elle est très sensible à la chaleur, comme le beurre par exemple. Elle est très sensible aux détergents, comme les taches de graisse sur nos vêtements, et aussi elle se sèche facilement. Euh, Naturellement, elle est vulnérable au savon. Donc, c'est pour ça que les savons peuvent vous protéger contre les virus, parce que si le virus a une enveloppe, donc les savons vont dissoudre directement cette enveloppe lipide, et naturellement, cela détruit le virus. Il y a certains virus enveloppés qui sont très connus et très fameux, comme le VIH et le virus de la grippe.
Nous avons parlé dans la vidéo précédente de la spécificité des virus. Et la spécificité des virus est très élevée. Pourquoi? C'est à cause de la présence de ces récepteurs spécifiques cellulaires qui permettent l'attachement des virus. Donc ici, nous voyons comment les spicules du virus essaient de s'attacher aux récepteurs qui se trouvent sur la membrane cellulaire. Ils doivent être spécifiques, c'est-à-dire que ils doivent être complémentaires aux spicules euh, et pour pouvoir s'attacher. Et il y a une très grande spécificité entre le virus et les récepteurs. Et quand le virus s'attache, maintenant, il peut injecter son ADN et il peut se reproduire dans la cellule hôte et ensuite quitter la cellule hôte par bourgeonnement, comme vous le voyez sur le diagramme. Euh, Ici, nous vous donnons des exemples de spécificité des virus. Par exemple, le virus responsable du rhume commun, qu'on appelle common cold en anglais, s'attache principalement aux cellules épithéliales des voies respiratoires. Alors, ce virus-là s'attache spécialement à ces récepteurs qui se trouvent dans les voies respiratoires. C'est pour ça que le virus du rhume commun ne peut infecter que les voies respiratoires. Pourquoi? Parce que seulement les cellules épithéliales des voies respiratoires ont les récepteurs spécifiques pour que le virus de rhume commun soit attaché. Aussi, nous avons le virus, très dangereux virus qui est le VIH ou HIV en anglais, qui cause que le système immunitaire soit complètement détruit. Pourquoi? Parce que ce virus infecte essentiellement un type de lymphocyte T, qui est appelé lymphocyte T CD4+. C'est un très important type de lymphocyte. Donc, quand le virus s'attache à ces lymphocytes, il va les détruire complètement. Mais aussi, ce virus-là peut attaquer les macrophages et les cellules dendritiques. Ce sont des cellules qui appartiennent au système immunitaire, mais qui sont moins spécifiques que les lymphocytes. Mais le virus peut les détruire, elles aussi, justement parce qu'elles ont les mêmes récepteurs spécifiques CD4 CD4+. Et donc, cette sélectivité, comme on l'a dit avant, explique le tropisme tissulaire de chaque virus. C'est-à-dire que chaque virus se trouve dirigé vers une cible. Ici, par exemple, on a vu le virus du rhume commun a un tropisme vers les selles épithéliales des voies respiratoires. Il y a aussi ce qu'on appelle, euh, selon cette spécificité, il y a ce que l'on appelle le spectre d'hôtes, c'est-à-dire il y a un ensemble d'espèces que le virus peut infecter et il ne peut infecter que ces espèces-là. Cela, on l'appelle le spectre d'hôtes. Et pourquoi est-ce qu'on le mentionne ici? Pour la même raison, parce que ce spectre d'hôtes, ou host range en anglais, ça dépend de la présence de ces récepteurs spécifiques. Quelle que soit l'espèce, si les cellules de cette espèce ont les récepteurs spécifiques de ce virus, qui permettent l'attachement de ce virus, donc elles seront affectées par ce virus. Donc, ça dépend de la présence des récepteurs cellulaires appropriés ou spécifiques, mais aussi ça dépend d'un autre facteur, c'est-à-dire que la cellule de l'hôte peut avoir les récepteurs spécifiques, mais l'intérieur de la cellule de l'hôte et le métabolisme de la cellule de l'hôte ne permet pas au virus de continuer sa multiplication. Donc,
Le premier facteur, c'est la présence des récepteurs spécifiques. Le second facteur, c'est que l'environnement de la cellule aide le virus ou lui donne la capacité à se multiplier. Et le troisième facteur, c'est le mécanisme immunitaire, c'est-à-dire si le virus a les deux premiers facteurs, ou la cellule de l'hôte a les deux premiers facteurs, les récepteurs spécifiques et l'environnement convenable au virus, mais peut-être que le système de défense immunitaire est très fort, est trop fort pour le virus, pour que le virus puisse le résister. Donc, selon tout cela, et justement ou principalement à cause de la présence de récepteurs spécifiques, donc le spectre d'hôtes est relativement très restreint d'habitude. Est-ce que là, ce spectre d'hôtes qui est naturellement très restricté peut augmenter? Oui, parfois il peut être élargi si il y a une mutation qui se passe dans les cellules de l'hôte, dans les cellules d'une certaine espèce, ou bien une mutation qui va causer un changement permanent ou une altération permanente dans le génome des cellules de l'hôte, ou bien une certaine recombinaison génétique qui a été artificiellement produite et qui a fait que nous avons une nouvelle combinaison de gènes et naturellement cela va changer les protéines de surface, que ce soit les protéines de surface du virus ou de la cellule de l'hôte. Donc, si parlons de la mutation qui peut arriver tout naturellement, euh, sans aucune induction, et si cette modification se passe dans une certaine espèce, donc le virus maintenant pourra affecter une nouvelle espèce justement parce que la mutation a causé que la nouvelle espèce maintenant a les récepteurs spécifiques. Elle n'avait pas ces récepteurs spécifiques avant ça, avant la mutation, mais maintenant que la mutation s'est trouvée, donc les récepteurs deviennent spécifiques pour le virus et le virus devient capable d'infecter cette nouvelle espèce. Et ce phénomène est appelé franchissement de la barrière d'espèce. Donc, l'élargissement du spectre d'hôtes que le virus peut infecter s'appelle franchissement de la barrière d'espèce. C'est-à-dire, avant la mutation, il y avait une certaine barrière qui permettait au virus d'infecter certaines espèces, mais empêchait l'infection d'autres espèces. Maintenant, cette barrière a été franchie à cause de la variété ou la variation qui s'est passée par la ou qui a été causée par la mutation. En anglais, on appelle ça spillover zoonotic ou spillover en français zoonotique. Et alors, c'est la cause de maladies émergentes. Qu'est-ce qu'on veut dire par maladie émergente? Par exemple, il y a certaines maladies qui étaient connues de ne pas attaquer les êtres humains. Mais quand il arrive que cette maladie, pour la première fois, attaque l'être humain, c'est tout naturellement à cause d'une mutation qui a changé quelque chose dans le virus. Quand le virus a été muté, il a changé son génome viral, il a acquis de nouvelles propriétés. Maintenant, il a pu attaquer l'être humain et c'est pour la première fois que l'être humain souffre de cette maladie. Donc, on appelle ça les maladies émergentes. Un très bon exemple pour les maladies émergentes, c'est les maladies causées par les hantavirus. Qu'est-ce que c'est que les hantavirus? Les hantavirus sont des virus qui sont principalement transmis par les rongeurs, comme les rats, par exemple, et les souris. Donc, maintenant, l'homme peut être infecté par une morsure du rongeur quand le rongeur, une rat ou une souris, mord la peau d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant, ou bien par l'inhalation d'aérosols.
Les aérosols sont supposés d'être stériles, ne pas avoir de bactéries ni de virus, mais parfois, quand on est dans une place qui n'est pas propre et qui est pleine de souris ou de rats, donc tous ces appareils-là peuvent être infectés. Le masque, l'embout buccal, les tuyaux, tout, et même les gouttelettes de poussière, les gouttelettes microscopiques qui s'attachent à la poussière vont contaminer cette poussière. Et cette poussière-là peut être contaminée par les urines ou les excréments des rongeurs. Donc, quand vous êtes dans une place qui n'est pas propre, comme par exemple, ça, c'est arrivé dans les bateaux et les navires qui restaient dans la mer pour une longue période de temps et qui sont, pour une raison ou une autre, pleins de souris ou de rats, ou une maison qui n'est pas propre, qui contient, où il y a des rats et des souris. Donc, vous avez leur urine et leurs excréments partout. Alors, n'importe quoi peut être contaminé par ça. La poussière elle-même peut être contaminée par l'urine et les excréments. Et puis, quand tout cela est dessicqué, la poussière devient plus légère et peut être inhalée avec les aérosols. Ou un contact direct avec la salive ou l'urine ou les excréments des rongeurs. Donc, c'est la façon par laquelle l'antivirus va être transporté, va être transporté à l'être humain. Comment? C'est-à-dire que cette urine-là contient le virus, les excréments, la salive contient le virus et alors à travers la morsure dans la peau, ces virus-là peuvent entrer et attaquer les hommes et causer des diseases comme le syndrome pulmonaire, une maladie qui affecte les poumons et qui est très grave et qui est causée par hantavirus. Et aussi, il y a la fièvre hémorragique avec syndrome rénal. C'est une maladie qui affecte les reins et qui est associée avec de la fièvre, la température du corps s'élève et il y a des hémorragies, c'est-à-dire que l'on perd du sang. Alors, la fièvre hémorragique avec syndrome rénal et le syndrome pulmonaire à hantavirus sont des exemples de maladies émergentes qui, au passé, n'attaquaient pas l'homme, mais à cause de mutations, le virus est maintenant capable d'attaquer les hommes à travers les rongeurs comme les rats et les souris. Et ces infections-là sont très difficiles à traiter parce que vous savez que les virus ne répondent pas aux antibiotiques et donc c'est très dangereux d'avoir une de ces maladies. Mais il y a certaines espèces de hantavirus qui n'ont pas été mutées, qui n'ont pas eu de mutation et donc qui ne sont pas capables d'infecter les hommes. Et dans des cas très rares, on a documenté le transport direct ou la transmission directe interhumaine, c'est-à-dire d'un être humain à un autre être humain. Et cela euh, aussi est nouveau parce que dans le passé, tout cela ne se trouvait pas parce qu'il n'y avait pas, ou ces mutations-là n'étaient pas encore arrivées. Nous allons nous arrêter ici et puis dans la prochaine vidéo, nous allons parler des rétrovirus. Ce sont des virus très importants, très particuliers et ils sont la cause de ce que l'on appelle la transduction bactérienne. Et la transduction bactérienne, c'est un moyen de transfert de matière génétique horizontale d'une bactérie à une autre bactérie et nous allons voir tout ça dans la vidéo suivante. Merci. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la, s'il vous plaît, avec vos amis, vos camarades de classe, vos collègues. Euh, euh, Cliquez sur like, écrivez un commentaire parce que votre feedback est très important et inscrivez-vous ou abonnez-vous
à ma chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Merci et à bientôt.